Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle conférence organisée par le CNJ, cette fois-ci avec les éditions Sans Détour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. le thème de cette séance sera sur la traduction, l'adaptation et la création d'un jeu de rôle. Donc on va beaucoup parler d'édition, ça tombe bien puisque c'est ce que fait Sans Détour. Alors avec moi autour de la table, nous avons 3 personnes des éditions Sans Détour. Alors Christian, commencez. Bonjour. Philippe. Et Grégory. Donc Christian Grussy, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais Alors je suis le directeur artistique des éditions Sans Détour. Donc, je suis le directeur artistique des éditions Sans Détour, donc en charge de l'ensemble des gammes. D'accord. Philippe Auribeau. Alors moi je suis auteur sur pas mal de gammes de l'appel, donc sur l'appel de Cthulhu et également sur les chroniques des Féales et bientôt sur les lames du Cardinal, dont je suis également chef de projet. D'accord. Donc des grosses licences d'édition Sans Détour. En dernier, nous avons Grégory Privat. Ouais. Bonjour Grégory. Bonjour, donc moi je suis un mercenaire en fait, et puis on commande les jeux que personne veut écrire. D'accord. C'est un bon résumé. Donc on va parler un peu de l'édition Made in France, dont vous êtes de dignes représentants grâce à Sans Détour, en commençant par la traduction. Donc il y a plusieurs exemples de traduction chez Sans Détour, peut-être que vous pouvez nous en parler. C'est l'appel de Cthulhu principalement. Alors, principalement on traduit l'appel. On a également traduit la gamme Hollowers Expedition. Mais c'est vrai que la principale activité c'est l'appel de Cthulhu, sur laquelle il y a à la fois une partie traduction et une partie création. Donc, Il y a donc la partie traduction pour commencer. Elle représente quel quota à peu près pour Sans Détour ? Elle représente quel quota à peu près la partie traduction sur... Oui, on est un peu envahi de parasites sonores. ouais, à ce jour je dirais qu'elle représente à peu près 60%. On va s'en sortir. Ça, tout va bien se passer. Je dirais qu'à peu près la traduction, c'est environ 60% de ce qu'on a publié. Donc en général, on essaie de faire des traductions en apportant quand même une plus-value, dans la mesure du possible. C'est-à-dire soit en rajoutant des choses, soit en améliorant. En sachant que le catalogue US de Chaosium est assez riche, qu'il y a pas mal de titres. Et avec le temps, la traduction est d'une partie de moins en moins importante du catalogue, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de créas. Du coup, vous avez commencé avec la traduction. Alors, on a commencé à la fois avec la traduction et la création, c'est-à-dire qu'on a republié l'appel de Cthulhu qui n'était plus présent depuis 10 ans en fait sur le marché français. Donc, initialement, le livre de base n'est pas réellement une traduction puisqu'on l'a entièrement réécrit pour remettre à plat l'ensemble du bouquin. Du coup, il y a une plus-value, c'est ça ? Globalement, l'ensemble du bouquin, on va dire c'est une création française qui se base sur l'édition américaine. Donc c'est au-delà de la simple traduction. Largement, ouais. Et la part de traduction dans le bouquin doit être équivalente à peut-être 20% du bouquin. D'accord. Dès la première réalisation d'édition Sans Détour sur l'appel de Cthulhu. Tout à fait. Après, on a fait pas mal de traductions pures et dures pour étoffer la gamme. Parce que mettre en place la création de nouveaux titres, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Donc pour faire vivre la gamme, on a fait beaucoup plus de traductions initialement. D'accord. Vous aviez 2 exemples en venant ici, qui sont les masques de Nyarlathotep Ouais. et le rejeton d'Azathoth. J'espère que je le prononce bien. Je ne vous cache pas que j'ai été placé comme animateur uniquement parce que je suis le mieux foutu de les prononcer dans l'équipe. Mais, Non mais il faut éviter de les prononcer de toute façon. oui, de toute façon, c'est pas recommandé. Donc sur ces exemples particuliers, Alors, ces 2 exemples sont particuliers en tant que tels, puisque les masques, c'est à la fois une traduction de la version US et en même temps une adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe qui a travaillé dessus pour remettre à plat toutes les petites incohérences, enrichir le titre, rajouter énormément de matériel. C'est-à-dire que globalement, on est passé d'une version de 250 pages à une version de 600 pages. Avec du rajout, donc beaucoup de rajouts. grosse plus-value. Oui. Voilà, et c'est maintenant un peu justement la marque de fabrique de Sans Détour
À peu près chaque année, il y a une campagne mythique américaine qui est reprise. Ça a commencé avec les Montagnes Hallucinées, suivi par les Masques de Nyarlathotep. L'an prochain, cette année, ce sera le Rejeton d'Azathoth, avec toujours la volonté de ressortir des titres qui ont marqué des générations de meneurs de jeu, mais d'apporter une plus-value pour les moderniser, parce qu'il y en a certaines qui ont quand même pas mal vieilli. Et il y a, avec le matériel, les moyens dont on bénéficie aujourd'hui, on essaie vraiment d'apporter quelque chose en plus, à la fois pour les joueurs au niveau cohérence et puis pour les meneurs de jeu au point de vue utilisation. Voilà, Grégory par exemple a travaillé sur les Masques de Nyarlathotep, sur des tableaux récapitulatifs, des diagrammes spécifiquement destinés aux meneurs de jeu pour appréhender la campagne qui en soi est un mastodonte. Il y a plusieurs centaines de pages. Parfois, on peut se dire qu'il est difficile de s'y retrouver. Grégory a travaillé par exemple sur de simples diagrammes qui permettent de gérer les interactions entre les lieux, les personnages. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Non, mais enfin, par contre, puisqu'on parle aussi de l'écriture, tout ça, et puis de la façon de travailler dans le monde du jeu, éventuellement, si ça en intéresse certains. À la base, ça, c'était juste quelque chose que j'avais fait pour moi, qui n'était pas voué à être publié et que j'ai utilisé dans une convention où en fait j'ai rencontré Christian. Et c'est pas Christian qui l'avait au premier abord, c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé ça, qui a vu que j'utilisais ce truc. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler avec son détour. En fait, ça s'est passé un petit peu comme ça. Donc oui, par rapport à l'écriture du jeu, etc. et compagnie, plus que de solliciter, ce qui fait travailler dans le monde du jeu. Ça fait quelques années que je travaille. Je suis la plupart du temps oublié dans les crédits, donc vous ne devez pas me connaître. Mais chez Sans Détour, ça s'est joué à peu de choses d'ailleurs. Mais qu'il y a une petite rancœur personnelle qui ressort. Voilà, plutôt que de démarcher, de faire des choses comme ça, il faut faire des trucs, il faut faire des sites, des blogs, des choses comme ça, et on finit par être repéré. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. Merci. On n'a plus rien à dire. Tu as brillé. Ben voilà. Donc, du coup, pour l'exemple très concret de l'appel de Cthulhu chez Sans Détour, il vaut mieux jouer à la VF qu'à la VO, puisqu'elle est plus complète, plus à jour et... J'aurais tendance à dire qu'on doit un respect évident aux grands anciens américains. Après, pourquoi aller chercher au-delà de l'Atlantique ce qu'on a chez nous est très bien fait. Voilà. C'est un peu une exception culturelle du jeu de rôle du coup, parce que c'est pas forcément partout sur tous les médias. Donc pour conclure, alors on va faire plusieurs parties, une partie traduction, une partie adaptation, une partie création. Ce sera en 3 points comme indiqué sur le programme. Avant de conclure la partie traduction, peut-être le public a des questions. Vous-même, vous voulez peut-être ajouter quelque chose qu'on aurait oublié dans cette présentation. Peut-être pas. Le public, des questions sur la partie traduction des éditeurs de jeux de rôle? Il semblerait que non. On y reviendra de toute façon à la fin aux questions, comme d'habitude, mais je vais faire une petite parenthèse au cas où. Donc on va enchaîner. Ce qu'on parlait de traduction un peu améliorée, on frôle l'adaptation. Donc ça tombe bien, c'est le prochain sujet. Alors, Sans Détour ne fait pas que de la traduction. Vous avez aussi récupéré d'autres univers qui viennent d'autres médias pour en faire des jeux de rôle. Tout à fait. Il y a donc initialement il y a eu la Brigade Chimérique, l'adaptation de la bande dessinée. Ensuite il y a eu les Chroniques des Féales. Donc Philippe est auteur. Et toujours Philippe qui est auteur sur Les Lames du Cardinal, la trilogie de Pierre Pével. Donc on travaille pas mal sur des adaptations d'univers. Parce que les univers tout simplement nous plaisent. D'accord, donc c'est un choix des éditeurs. Oui. Et c'est pas c'est pas quelque chose pour lequel vous êtes commissionné. C'est pas quelque chose pour lequel vous êtes commissionné, c'est vraiment un choix. Non, du tout. C'est vraiment des coups de cœur, c'est des choix, parce que ça nous plaît. C'est vous qui êtes allé vers les Chroniques des Féales, en fait, c'est les auteurs qui nous l'ont proposé. Et comme on connaît bien Mathieu, en fait, ça a tout de suite collé. Donc, on y allait direct. C'est quoi un peu l'univers, en quelques mots, des Chroniques des Féales parce qu'on va pas parler de Cthulhu, mais je suis parti du principe que tout le monde connaît. J'ai des hochements de tête, peut-être pas tout le monde. Non. Trop tard. Alors pour les Chroniques, je passe la main à Philippe, qui est auteur dessus et qui connaît très bien l'univers. Un peu moins vieux, du coup, peut-être, quelques mots. Les Chroniques... Excuse-moi, je t'ai très peu entendu. Quelques mots sur l'univers des Chroniques des Féales et pourquoi ça a tellement plu aux éditions. Les Chroniques des Féales, c'est une trilogie écrite par un auteur de fantasy française qui s'appelle Mathieu Gabory.
Donc c'est un cycle de roman qui a bien marché et qui présente un univers de médiéval fantastique, horrifique, très noir, une horreur psychologique et ce que j'aime appeler une horreur organique. On est dans un univers extrêmement poisseux, extrêmement noir, dans une ambiance de fin du monde. Et le jeu de rôle prolonge les romans. On espère qu'il le fait bien. Voilà, avec ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est que adapter un jeu de rôle, c'est bien entendu avant tout la volonté de l'éditeur, mais ça ne saurait aller sans la volonté également de l'auteur de l'œuvre fondatrice. On a eu la chance, que ce soit avec Mathieu Gabory ou avec Pierre Pével, d'avoir affaire à deux anciens rôlistes. Ce sont deux auteurs qui se sont fait les dents avec le jeu de rôle. Mathieu avec Agon, Pierre avec Nightcrawler à l'époque. Et donc ils ont toujours gardé au fond d'eux cette espèce de sentiment d'appartenir à une grande famille. Et sans l'adhésion complète des auteurs, adapter un cycle de romans, c'est pas possible. Parce qu'on se heurte à des enjeux qui dépassent le simple jeu de rôle. On est obligé de prendre en compte beaucoup de choses. Et la volonté de l'auteur, il faut commencer par ça. Du coup, ancien rôliste comme auteur, c'était un terrain fertile pour enchaîner. Il y avait déjà des éléments qui étaient prévus par les auteurs Non, absolument pas. Il y a en fait des desiderata du point de vue contenu, éventuellement d'un point de vue mécanique. Mathieu, sur les chroniques des Féales, voulait absolument avoir un système très très fluide qui colle à l'univers. Pierre sur le choix du système également. Les Lames du Cardinal, j'imagine que c'est quelque chose d'historique un peu Alors les Lames du Cardinal, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une uchronie du XVIIe siècle en France, donc on va dire la période entre Richelieu et Mazarin. Donc c'est également un cycle de 3 romans où les héros sont des sortes d'agents spéciaux, agents secrets qui œuvrent sous la gouvernance de Richelieu pour combattre les ennemis de la France, et parmi ces ennemis, les dragons, qui sont le point, on va dire, le plus original du roman. Et donc dans le jeu de rôle, on reprend ces super agents, c'est des sortes de James Bond 17e, avec une ambiance à la fois d'intrigue occulte et puis de fantaisie, avec de la magie, avec de la flamboyance, et le cachet qu'on connaît dans les films de KPDP ou les romans de KPDP. Voilà, Pierre est un grand amateur d'Alexandre Dumas, et on a cet esprit... c'est beau quand tu c'est parles. pas le seul d'ailleurs. Voilà, on a véritablement l'esprit KPDP qui règne dans le jeu, aux côtés de l'intrigue occulte et d'un aspect beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus recherché. Le Paris historique du XVIIe. Ça se ressent le système de jeu, j'imagine encore une fois, par la volonté de l'auteur, Alors le système de jeu, voilà, c'est un point qui fait parler. Le système de jeu, on a choisi de l'élaborer en rapport avec un élément clé de l'univers, un élément, pour ceux qui ont lu les romans ou ceux qui ne les ont pas encore lus, vous verrez que tout au long du roman, il y a un élément qui revient constamment, c'est un jeu de tarot qui symbolise les dragons. On a donc choisi de se baser sur ce jeu de tarot pour créer le système. Toujours dans l'idée de coller à l'univers. C'est pas simplement cosmétique, on n'a pas mis des cartes juste pour mettre des cartes. On a vraiment essayé de faire coller la mécanique de jeu à l'univers. Donc à la fois l'esprit occulte avec les dragons, mais aussi l'esprit KPDP. Et d'un point de vue gestion des duels d'escrime tels qu'on les voit dans des films de KPDP, le jeu de cartes est beaucoup plus porteur que les dés. Il y a des possibilités de combinaison, de gestion, de tactique, qui plaisent beaucoup aux escrimeurs. Quand on l'a testé, ceux qui font de l'escrime ou de l'escrime artistique ont été ravis par les possibilités que donne l'utilisation des cartes par rapport, en termes d'individus, en termes de groupe, par rapport à l'utilisation des dés. Parce qu'au niveau statistique, ça change tout. Au niveau gestion, ça change tout. C'est une autre mécanique, mais qui colle vraiment à l'univers des Lames du Cardinal. C'est une mécanique très originale du coup, parce que c'est pas souvent qu'on joue avec des cartes au jeu de rôle.
Voilà, c'est pas tout le monde. C'est aussi très courageux de la part de l'éditeur de se lancer dans des projets comme ça, parce que c'est ne pas céder à la facilité. C'est aussi l'auteur c'est Pierre Pével qui a dit oui. Quand je lui ai expliqué le système de jeu, il m'a dit ça peut être que ça. À partir du moment où on a commencé à parler d'un système à base de jeu de tarot, le tarot draconique, qui d'ailleurs a été fait exprès pour le jeu, hein, on ne joue pas avec le tarot de Mémé. À partir de là, il a dit il n'y a pas d'autre possibilité. Le système sera comme ça. Et du coup, vous avez en plus d'éditer des livres comme tout éditeur de jeux de rôle, vous avez aussi édité le jeu de cartes qui va avec. En fait, le jeu de tarot a été entièrement designé comme un vrai faux jeu de tarot d'époque. C'est un faux puisque c'est un tarot draconique qui reprend les éléments de l'univers, mais vraiment fait dans le style de l'époque. Donc le jeu de tarot est spécifique à ça, mais tout en restant un jeu de tarot classique, sauf que on a l'écaille, la griffe, le souffle et le sang à la place des couleurs habituelles. Et du coup, donc, tu disais que l'auteur avait dit oui, il faut que ça. Quel est l'impact de l'auteur? Vous avez dû prendre vos propres auteurs de jeux de rôle ou c'est Pierre Pével qui a proposé Alors en fait, Pierre, ça fait très très longtemps qu'on se connaît et du coup, on avait envie d'adapter son univers. Donc je l'ai contacté, on en a discuté. Et là, après, j'ai contacté Philippe, etc., qui lui aimait aussi la trilogie et je lui ai proposé l'écriture. J'ai mis Pierre et Philippe en relation et ils sont très bien entendus. Et donc ils ont travaillé ensemble sur toutes les bases. Et au final, est-ce que l'auteur continue à s'investir dans le jeu de rôle Alors, un auteur, quand il accepte de livrer son univers, c'est assez particulier parce que il donne son bébé. C'est à la fois très courageux, très difficile. Après, on est obligé, en tant qu'adaptateur en jeu de rôle, de prendre en compte, bien entendu, ses desiderata et sur les points clés du background, de faire un ping-pong, un échange avec l'auteur pour dire est-ce que ça correspond à la vision que tu avais, est-ce que tu penses que c'est cohérent. L'auteur, lui, à partir du moment où il livre son roman pour l'adaptation, bien entendu, il part du principe qu'il va devoir lâcher la bride aux auteurs, sinon ça n'a aucun intérêt, ça fait quelque chose de très très plat. Donc il y a toujours ce va-et-vient entre la volonté de respecter l'œuvre originale et éventuellement les idées, parce que toutes les idées sur un univers ne sont pas dans les romans qui sont édités. Pierre ou Mathieu ont des idées en réserve sur les lames ou sur les féales. Par contre, ils ont aussi l'honnêteté de dire j'accepte qu'on s'occupe de mon univers, qu'on l'adapte en jeu de rôle, je lâche la bride aux auteurs, on fait des échanges, on discute, on essaie d'avancer. Il y a des points, si ça ne me va pas, je vous dirai. Je ne vais pas vous embêter si votre personnage il a une ceinture rouge au lieu d'une ceinture bleue. On va s'occuper des points clés, des points très importants du roman, du background. Et ensuite, c'est aussi ça, faire confiance aux auteurs. Je vous fais confiance, je vous livre la bête. À vous de créer un univers de jeu qui soit cohérent et fun. Donc vous ne limitez pas au système en fait, ça va bien au-delà. Non. Le jeu de rôle en adaptation, que ce soit sur les féales ou sur les lames, c'est pas simplement reprendre les informations du livre et les mettre dans un autre livre, ça n'a aucun intérêt. Celui qui a envie d'avoir des infos sur les lames du cardinal, il a les romans qui sont disponibles. Là, on remplit les vides en fait. J'aime bien prendre l'image quand je parle d'un roman. Un roman pour moi c'est un chemin. On suit les trajectoires de héros et ce qui se passe à gauche et à droite, finalement c'est pas l'intérêt du roman. Nous on s'intéresse avant tout à ce qui se passe à gauche et à droite. On remplit les vides, on répond à des questions et on essaie, chose la plus importante, de livrer un univers de jeu qui soit jouable. C'est quand même ça la finalité. On n'est pas là pour livrer un univers, un deuxième roman. On est là pour donner un outil de jeu à des rôlistes. Et bon, ça c'est notre mission et ça diffère complètement du roman. D'accord, peut-être une question qu'on a pu poser un peu plus tôt. Pour l'instant, sur les Chroniques des Féales et sur les Lames du Cardinal, vous avez adapté quoi? Combien de bouquins? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est présent dans la gamme de chacun des univers chez Sans Détour?
Alors au niveau des féales, donc le livre de base et l'écran sont sortis. Le supplément est en cours d'écriture. Il devrait sortir normalement cette année. Et les lames du cardinal, ça sort incessamment sous peu. D'ici quelques mois ou plus. Et sur les brigades chimériques, il y a eu 4 ouvrages. Voilà, c'est une gamme fermée, donc la série est terminée. On n'a pas trop parlé des brigades chimériques, du coup, c'est un petit mot sur l'univers, si possible. Alors, la brigade chimérique, c'est donc l'adaptation de la bande dessinée éponyme de Serge Lehmann, Fabrice Collin et Gess, qui se situe donc dans les années 30 en France et qui explique pourquoi il n'y a pas de super-héros en France. Il y avait des super-héros et ils ont disparu. Donc on est sur de la littérature populaire d'époque, donc avec des auteurs comme Jules Renard, etc. Et cette bande dessinée, on y incarne, suit les aventures de différents héros et explique pourquoi ils disparaissent et pourquoi les héros américains ont pris la place. Et le jeu de rôle, donc, c'est l'adaptation donc assez graphique pour le coup, puisqu'on se base sur une bande dessinée de cet univers. Et quelle est la spécificité de la brigade en jeu? C'est que c'est un univers qu'on nous a proposé, parce qu'il y avait un amateur de comics qu'on connaît, qui est un auteur, qui avait contacté les auteurs, qui étaient d'accord pour faire une adaptation. Cet auteur nous a contactés, et puis donc on y allait parce que pareil, ça nous a séduit, ça nous a plu. C'est quoi le plus simple ou le plus intéressant à adapter entre une BD et un roman? Alors c'est exactement la même problématique puisque c'est un travail avec les auteurs. Ça rejoint complètement ce qu'a dit Philippe sur le travail avec Mathieu Gabory ou Pierre Pével. Là, Christian Lehmann et Fabrice Collin sont énormément impliqués aussi dans l'univers parce que forcément on est allé beaucoup plus loin. Au final, le média est occulté, c'est directement avec l'auteur que vous préparez. Voilà, et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, Fabrice Collin, qui est aujourd'hui romancier, c'est pareil, il était auteur dans les grandes années de Multisim, et c'est, il y a du rôliste encore caché quelque part. Et bon, c'est pas par hasard que ces œuvres sont adaptées aussi facilement. Il y a des restes. Du coup, vous pourriez faire des adaptations d'autres univers qui soient cinématographiques, de séries, ou ce serait le même principe, quoi. Oui, c'est toujours possible. Après, il faut avoir une affinité avec l'œuvre de base. Moi, si j'ai demandé à Christian, si je me suis proposé à Christian, c'est parce que quand j'ai lu Les Lames du Cardinal, j'ai fini le premier volume et Christian cherchait des équipes. J'ai fini le premier volume sur les 3, j'ai dit il faut que ça soit moi. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai écrit à Christian, j'ai téléphoné à Christian et j'ai dit je veux ce jeu-là. Parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti, pareil avec les féales. La brigade chimérique, j'aurais été incapable de faire l'adaptation, je pense, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas cette espèce de fièvre qui fait que j'ai vraiment envie de travailler dessus. Après, c'est un exercice un peu différent d'écrire un jeu de rôle de A à Z, où on est face à une page blanche qu'on remplit. Là, les pages, elles sont déjà bien remplies. Et on doit adapter, rebondir dessus, enrichir. Et bon, c'est un autre exercice. Ok, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a quelque chose à ajouter sur la partie adaptation. Parce que là, ça commence à parler des marées de pages blanches et de remplir des trous, donc on va pouvoir enchaîner sur la création. Avant, peut-être que le public a des questions sur les adaptations des éditions Sans Détour, ou toujours pas, ils gardent toujours pour la fin. Attention, à la fin, je vous attrape. Donc, de toute façon, ils ont compris que s'ils veulent faire adapter leur univers chez vous, il va falloir vous séduire. Il y a de jolies filles dans le public, profitez-en. On va enchaîner sur la partie création, en parlant de jolies filles. Puisque... transition. On va parler de Bimbo, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, une création from scratch. Ouais, alors pas tout à fait, en fait c'est un jeu qui est parti d'une commande. Donc la commande, c'est un mail que j'ai reçu de Piotr des éditions Sans Détour. Et le mail était assez court, il disait « Greg, on a envie de faire un jeu débile, on a pensé à toi, ça s'appellera Bimbo ». Donc j'ai été flatté, évidemment, on le saurait à moins. Oui, on sent le respect dans le mail déjà, de base. Oui, tout à fait, mais ça c'est partie du charme du travail avec les éditions Sans Détour. J'en parle plus dans le jeu d'ailleurs.
Et donc je me suis trouvé bien embêté. Donc ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de faire une recherche sur Google Images pour savoir de quel bimbo il parlait. Donc je fais un Google Images, j'ai trouvé des... T'as tapé Bimbo dans Google Images. Exactement, ouais. T'as regretté après. Alors j'ai surtout... Je savais pas, en fait. J'étais un peu dans l'expectative avant de regretter. J'ai regretté bien plus tard. Donc en fait, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé des américaines avec des chihuahuas, beaucoup. C'est pas ce que je m'attendais à trouver en premier résultat, mais il y avait pas mal de ça ce jour-là. Ensuite, j'avais des lycéennes japonaises de manga. On en trouve aussi beaucoup en cherchant Bimbo. Et enfin, j'avais des jeunes filles qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans les films de Tarantino, avec un physique avantageux et de gros flingues. Je suis trop loin. Merci. Donc j'ai envoyé une photo de chaque à l'éditeur. Et heureusement, c'était pas les petites japonaises parce que j'ai raté toute la période manga. Je suis un peu trop vieux. Et j'étais un peu déçu que ce ne soit pas les américaines parce que là, pour la peine, il y avait du challenge. Et finalement, donc, c'était la troisième catégorie. Et à partir de là, il a fallu écrire un jeu. Donc, ce dont nous avons convenu, en fait, c'était d'un rendez-vous à une convention qui s'appelle les Chimériades, au sud de la France. Et je devais préparer quelque chose et leur faire tester le jeu, donc 2 semaines plus tard. Donc, en gros, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Je voulais pas refaire un Macho Woman with Gun ou un Brain Soda ou ce genre de choses. Je suis quand même parti avec 2 caractéristiques de base, macho, sexy. J'ai fait un système et le système dedans était très cinématographique avec la possibilité pour les joueurs de vraiment prendre le pas sur la narration et de faire de l'action à leur personnage. En fait, ce qui se passe beaucoup dans les jeux de rôle habituellement, c'est qu'on va se mettre à faire du roleplay et à décrire des choses, mais essentiellement dans l'interaction entre personnages, dans le dialogue. Et finalement, la plupart du temps, quand on se bat, à part pour certains maîtres de jeu qui vont le décrire et certains joueurs qui vont y arriver, généralement, on frappe, on lance un dé, on crochette une porte, on lance un dé, et puis c'est tout, il se passe rien en fait. Et là où il commence à y avoir vraiment de l'interaction, c'est dès qu'il y a dialogue. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire dans le jeu, mais pas vraiment exprès, juste à partir de ce système de base, ce que j'ai fait sans le vouloir à partir de ce système de base, c'est développer l'action et la description des actions cinématographiques. Et en fait, à partir de là, il a fallu écrire le jeu. Sauf qu'écrire un jeu dont le thème c'est Bimbo, à part faire quelques pages de création de personnages, 200 pages de description d'armes, et puis voilà, et puis des scénarios pas très intelligents, on n'a pas grand chose. Donc je suis parti à fond sur le côté cinéma, d'une part, et sur le côté... Comme mon jeu ne faisait pas ce que les jeux de rôle habituels faisaient, ça a été de prendre les définitions de jeux de rôle et de faire le contraire. Donc typiquement dans Bimbo, l'exemple le plus évident, c'est qu'au début des règles du jeu, on explique comment on gagne la partie et que les joueurs se battent les uns contre les autres. Ça veut aussi dire que ça ouvre le jeu de rôle à tout un public, c'est-à-dire jusqu'à présent, enfin, je parle là de mon époque, dans la cour de récréation, on n'était pas franchement les meneurs, enfin les rôlistes n'étaient pas franchement les meneurs, et il y a toute une population de petits caïds de cours de récréation qui ne jouaient pas à ce jeu parce qu'il n'y avait rien à gagner. Donc maintenant, eux aussi ont le droit de faire du jeu de rôle grâce à Bimbo. Et c'est important qu'ils aient le droit eux aussi. Du coup, ce que tu me dis, c'est que tu as transformé un jeu de rôle entre amis coopératif en un truc super compétitif pour que les caïds puissent se foutre la gueule dessus. Exactement, et qui en plus permet de faire naître de la narrativité dans l'action. Ils t'applaudissent derrière. Ils ont raison. Et il ferait mieux d'acheter le jeu quand il sortira. Et c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Ah non, mince, on vend du rêve, c'est ça? On vend du rêve, en fait. Ouais, Oui, ça, oui, non, on le fait pour vendre du rêve. Et l'autre, et ça continue, c'est-à-dire par exemple le scénario, le pire scénario que vous ayez dans un jeu de rôle, c'est un scénario dirigiste. C'est un gros mot même, dirigiste. Hein. Quand on dit à quelqu'un que son scénario est dirigiste, c'est pas tous les scénarios de Bimbo sont dirigistes. C'est-à-dire que quand vous commencez une scène, donc ça, avec on a déjà le storyboard, les joueurs connaissent la fin de la scène, pas forcément la fin du scénario, bien qu'on puisse faire des remakes et rejouer des scénarios qu'on a déjà joués. Et en fait, dès le début de la scène, vous savez à peu près comment ça va se terminer. Et vous allez tout faire pour être en tête d'affiche et être le meilleur personnage sur une scène. Et ainsi de suite. Et tout ça crée une dynamique qui m'a surprise pour la peine. Je ne m'y attendais pas et qui finalement est juste née de contraintes. Les contraintes étant que je ne savais pas quoi dire sur ce thème.
Et au final, je suis content parce qu'il n'y a pas une seule page de description d'armes. Il y a des descriptions d'effets des armes, des explosions, tout ça et tout ce qui va avec. Mais c'est pas un macho woman with gun. C'est voilà, je sais pas si. Bon, par contre, jouez jamais avec des amis parce que c'est un coup à se fâcher. Non, donc c'est un excellent jeu de club. Quand dans un club il y a quelqu'un que vous aimez pas, vous lui ferez une partie de bimbo et vous en serez débarrassé. Ah, là, je viens de me fâcher avec toi. Des questions peut-être sur ce thème? Donc du coup, dans Bimbo, on joue quoi exactement Alors dans Bimbo, donc on joue les personnages d'un film. Je dis pas qui, hein, je dis quoi, hein, j'anticipe un peu. On joue les personnages d'un film, sauf que tout le système, le background et le système aussi. D'habitude, il y a un background et un système. Là, le background, c'est le système de jeu. Et en fait, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans l'esprit de Rêve de Dragon. Dans Rêve de Dragon, en fait, les joueurs étaient des dragons qui rêvaient leur personnage. Là, les joueurs sont des actrices qui incarnent leur personnage. C'est aussi ce qui permet de dire que l'actrice connaît la fin de la scène. Et après tout, encore un exemple, dans une scène de poursuite, au cinéma, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'à la fin le méchant se fasse plaquer ou qu'il s'échappe. Ce qui est intéressant, ça va être le gars qui traverse la rue avec une plaque en verre ou la traversée de Chinatown et la pile de caisse et tout ce genre de choses. Donc en fait, on gère ça, c'est-à-dire on gère plus la finalité, on gère l'événement et l'action. Et la question, c'était exactement qu'est-ce qu'on joue. Donc on joue les personnages de ce film. À chaque fois qu'on va lancer un dé, qu'on va faire quelque chose ou qu'on va vouloir détruire quelque chose, par exemple si Philippe, qui n'est plus mon ami, vient de jouer une scène qui ne me plaît pas, je peux à tout moment passer sous le bureau du producteur et faire retirer la scène qui vient de tourner ou même faire la même chose avec ce que le maître de jeu a dit. C'est-à-dire le maître de jeu est un metteur en scène. Si ce que dit le metteur en scène ne me plaît pas, je peux le faire couper et le rejouer. Je peux faire des flashbacks, des flash-forward et tout ce qu'il y a autour du cinéma en fait. Voilà. D'accord. Ça, c'est une création originale des éditions Sans Détour. Oui, ils n'ont pas encore sorti, ils vont peut-être le retirer avant la fin. Du mercenaire des éditions Sans Détour. Voilà. Ils regrettent là. Non, on assume. C'est bien. Sinon, on n'aurait jamais confié ça à Greg. Du coup, tout sur un seul mot, quoi. Juste le titre du concept. Ouais, c'est juste le mot et le fait qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire à partir de ce mot. C'était surtout ça, en fait. C'était une difficulté. Au départ, le projet, c'était de faire environ 200 pages. Je ne sais pas à combien on est arrivé, mais 200 pages sur le mot bimbo, c'est dur. C'était un beau challenge. Voilà. Et au final, donc là, je plaisante un peu, mais ça reste un jeu intelligent et ça reste un jeu qui, enfin, je pense, c'est pas très humble de ma part, mais c'est vrai. Mais encore une fois, je n'ai pas fait exprès. Et surtout qui ouvre de nouveaux points de vue. Et puisqu'on parle d'écriture aussi, c'est une méthode d'écriture que de se fixer des contraintes et de ne pas juste partir sur une feuille blanche. Si vous partez sur une feuille blanche, en fait, vous allez écrire n'importe quoi. On va vite se disperser, etc. Et là, en fait, les deux cadres, c'était donc faire le contraire de ce qu'on attend d'un jeu de rôle, avec les quelques exemples que j'ai donnés, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et l'autre cadre, c'était l'univers du cinéma. Et en fait, ça s'est fait comment? C'est prendre des glossaires de cinéma et prendre chaque mot un par un et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et après, derrière, une mécanique qui se veut intéressante et rajouter des choix. C'est aussi ça, un jeu. Et j'ai aussi fait quelques trucs dans le monde des jeux de plateau, ou surtout du wargame avec figurines. Et un jeu est intéressant à partir du moment où il vous donne des choix. Même des choix idiots, mais des choix où, voilà, il y a ça, je peux le faire et j'obtiens, par exemple, j'obtiens quelque chose à coup sûr. Ou alors, je tente un jet de dés et je peux obtenir autre chose. Et donc, tout le jeu est basé sur une recherche de choix et de mécanique à partir du glossaire. Voilà, pour parler plus de l'écriture. D'accord, du coup tu me demandais s'il y avait des gens qui avaient des questions sur Bimbo, donc on peut... Ah, je vois une question, on n'aura pas assez de câbles. Cri. Je voulais juste savoir, moi je suis un rôliste depuis assez longtemps et ce qui m'intéresse dans le rôle hors la partie en elle-même, c'est l'évolution d'un personnage au sein du jeu. Et comme vous disiez que vous avez essayé d'aller à contre-pied de la majorité des c'est du one-shot en campagne. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, donc on fait du one-shot ou de la campagne. Bimbo, c'est du one-shot en campagne. Oui, c'est ça. Le personnage va évoluer, chaque partie sera un nouveau film.
certaines parties seront le même film, parce qu'on rejoue le même film, mais en même temps, il y a tout un tas de moyens de faire évoluer son personnage et de lui donner plus de possibilités. Sauf que normalement, un personnage qui a beaucoup joué et qui a beaucoup d'expérience va être plus fort qu'un personnage qui vient juste d'être créé, mais pas dans Bimbo. Parce que, en fait, dans Bimbo, on gagne des compétences, mais en fait, on gagne la possibilité de choisir un certain nombre de compétences lors de chaque partie. Et au final, on n'en a jamais plus qu'un joueur débutant. Sauf qu'on aura plus de possibilités. Donc, en fait, un joueur débutant, un niveau 1, en fait. On va parler de niveau, il n'y a pas de niveau dans Bimbo, mais un joueur niveau 1, finalement, sera plus adapté au film qui va tourner parce qu'il aura été créé pour. Un niveau 2 sera moins adapté qu'un niveau 20 au deuxième film parce que niveau 20 aura plus de choix. Mais voilà, toujours dans la même logique. Donc oui, on peut jouer en campagne, on peut faire évoluer son personnage. Il y a la personnalité de l'actrice. Alors, dans le jeu, c'est pareil, on s'adresse d'habitude à des garçons. Dans Bimbo, on s'adresse à des joueuses. On garde la place de metteur en scène pour les garçons, mais en même temps, c'est celui qui prend le plus dans le jeu. Il ramasse et il n'est pas vraiment maître de son plateau. Et donc, je sais plus, le fait d'évoluer, oui, on peut continuer à évoluer et je sais plus où j'allais, donc voilà. Mais d'habitude, j'écris, je parle pas et c'est plus facile parce qu'on peut relire ce qu'on a dit quand on écrit. Ok, merci. D'autres questions sur Bimbo ? Je ne vois personne se signaler. Est-ce que Sans Détour a d'autres créations originales comme ça ? Alors, de création originale sur commande, comme on l'a fait pour Bimbo, c'est un peu un cas à part. Ils veulent plus faire ça. Ouais, si vous chopez tous vos auteurs comme ça. Ouais, non, c'est parce que c'est Greg. Il y a un passif. Non, on n'a pas de création particulière en cours. On nous a proposé des univers, on en a accepté certains, qui sont en cours d'élaboration. Plus d'infos peut-être ? Pas tout de suite. Ah. On va attendre que ce soit un peu plus mûr. On n'aura pas d'exclusivité. Comme il nous reste un peu de temps, moi j'aurais quelques questions, puisque, à moins que les gens aient d'autres questions sur la création chez les éditeurs. On a parlé de traduction, adaptation et création. Moi j'aurais la question de comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on devient traducteur chez Sans Détour, comment on peut proposer une œuvre pour être traduite. On développera sur les thèmes suivants aussi. Comment on devient traducteur ? On devient traducteur de jeux de rôle. Quels sont les... Il faudrait le demander à un traducteur. Comment on devient traducteur ? On propose. On propose ces services comme dans toute entreprise. Il y a une formation, j'imagine. Alors dans le jeu de rôle, il faut savoir qu'un traducteur dans le jeu de rôle, ce sont des tarifs qui n'ont rien à voir avec la traduction professionnelle. Et du coup, on attend d'un traducteur de jeu de rôle une technicité bien moindre qu'un traducteur de livres de droit ou d'économie, par exemple. Par contre, il y a un paramètre, c'est que traduire du jeu de rôle, ça implique... Traduire une langue, c'est maîtriser la langue cible et la langue source. Et là, il y a un troisième paramètre, c'est qu'il faut maîtriser la technique du jeu. Quand on traduit un jeu de rôle ou qu'on écrit un jeu de rôle, il faut savoir de quoi on parle. J'ai un exemple, le contre-exemple parfait, une entreprise célèbre qui fait des petites figurines de Space Marine. Ils ont fait appel, ils ont les moyens, ils ont fait appel à un traducteur chevronné qui a traduit Space Marine, fusilier marin de l'espace. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, il a beau avoir toute la technique qu'il veut, toutes les connaissances qu'il veut dans la langue, ça ne servira à rien. Et après, il faut demander, alors il faut avoir un background dans les deux langues, maîtriser le français, maîtriser l'anglais ou l'allemand, et si possible être rôliste. Quand on a ces trois-là, on fait un bout d'essai et après on traduit des livres. Alors il y a d'autres façons aussi. Pour un autre éditeur, moi mes premiers travaux dans le jeu de rôle, ça a été de la traduction. Donc à l'époque c'était sur Gloranta, l'univers de Gloranta. Et en fait comment ça s'est passé ? J'avais un site internet. On parle d'une époque où c'était du 56K. Et en fait, l'éditeur a repéré le site internet sur lequel je faisais quelques traductions de fanzines assez obscures qui parlaient aussi de Gloranta. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu ça et il m'a proposé directement de traduire une nouvelle version d'un jeu sur Gloranta qui venait de sortir. Donc, en fait, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Des fois, il suffit de faire. Et puis, en plus, maintenant, avec Internet, etc., je veux dire, si demain, Sans Détour décide là c'est n'importe quoi, mais décide de sortir un film sur Star Wars,
Si vous avez un blog ou n'importe quoi sur lequel vous avez développé votre propre jeu sur Star Wars et que ça fait sens et que vous écrivez correctement, voire bien, il est tout à fait possible qu'il pense à vous parce que vous serez connu dans la blogosphère du domaine ou parce que vous aurez été mentionné sur des forums ou des choses comme ça. Donc en fait, rien que le fait de faire, déjà c'est un plaisir en soi, et puis finalement après l'édition en jeu de rôle, c'est tout petit l'édition en jeu de rôle, faut pas se leurrer, on est combien on est là, c'est aussi un truc de passionnés qui se connaissent entre eux, et donc je pense qu'il y a du recrutement qui se fait aussi comme ça. Je sais pas si c'est forcément ce que fait Sans Détour, mais ça existe aussi. Si, bien évidemment, Voilà. parce que autant s'adresser aux personnes qui sont aptes et qui connaissent. Après, c'est des rencontres, tout simplement, des discussions autour d'un café, des sensibilités. C'est ni plus ni moins que des relations qu'on a dans les entreprises où pourquoi un recruteur va engager un tel ou un tel. C'est parce que sur le moment, la personne, il a senti et qu'il sent qu'avec cette personne-là, le boulot va bien se passer parce que la vision des choses correspond. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec Christian, c'est qu'on a une aptitude à travailler ensemble. Voilà. Et bon, Christian a un gros avantage, c'est que c'est le seul en France qui a une aptitude à travailler avec Grégory aussi. Donc, Ouais, les autres ont coulé. Réjouissant. Donc du coup, ça déborde un peu sur la question de comment on dit un créateur. Ça marche pareil, j'imagine. Vaut mieux être meilleur fan que littéraire. le rôliste a quand même je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le rôliste a quand même une habitude, c'est écrire son truc perso à un moment de sa vie. Je pense qui est rôliste ici? Qui a déjà écrit un truc perso? Voilà, ok, bon, c'est vrai. Donc on est à 30 ou 40%. À partir de là, on a écrit quelque chose. Quand on écrit quelque chose, on rentre dans la création. Donc bien souvent, devenir auteur, ça commence par écrire son jeu perso à 14 ans. Voilà, moi j'ai commencé par écrire mon truc à la machine à écrire quand j'avais 13 ans. Il y a beaucoup d'ados qui le font encore. Et c'est formateur parce que quand on se relit 5 ans plus tard, on se rend compte que le talent qu'on pensait avoir, c'est un autre qui en a hérité. Et puis on recommence, on essaie de progresser et on prend les conseils des anciens. Le tout, c'est de rester ouvert, de ne pas croire que d'entrée on a sorti le jeu du siècle parce que on a mis des plumes aux nains et des oreilles rondes aux elfes. Voilà, il faut être assez humble et s'appliquer comme pour toute passion. Ça demande du travail. Il faudra que tu me fasses lire ton jeu avec les nains qui ont des plumes. Je l'ai encore en plus. Donc des révélations, c'est sympa. Du coup, on a parlé traduction, création, comment devenir l'un et l'autre. L'adaptation aussi, il y a des difficultés particulières. Il faut des compétences particulières pour pouvoir adapter un... Ou est-ce qu'il suffit d'être auteur de jeux de rôle Déjà, l'adaptation, il faut l'accord, de l'auteur, et ensuite, bien souvent, de l'éditeur qui a édité le roman. Les éditeurs, quand on a affaire à des grosses maisons d'édition, c'est pas leur priorité de voir un jeu de rôle, donc il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils ont gagné aussi. Après, Christian pourra en parler mieux que moi, c'est des implications. En fait, il y a beaucoup de paramètres par rapport à un jeu où un auteur se présente avec son jeu, c'est un rapport direct. Quand on passe par l'adaptation de roman, il y a l'éditeur qui est concerné, il y a l'équipe de développement des auteurs jeux de rôle donc, qui sont concernés, il y a l'auteur des romans et l'éditeur. Ça fait 2 intermédiaires en plus. 2 intermédiaires en plus, ça complique, ça rallonge. Oui, c'est à peu près ça. À la différence qu'en fait, très rapidement, on se situe sur une discussion éditeur-éditeur et ensuite auteur-auteur. Et donc pour la création, on reste entre une discussion auteur à auteur. Parce que les grandes lignes sont déjà brossées, posées, et donc après on laisse travailler. Mais voilà, moi sur les Lames du Cardinal par exemple, même en étant chef de projet, je n'ai pas de rapport avec les éditions Brajlon. J'ai des rapports avec Christian qui est mon éditeur et avec l'auteur des romans. L'éditeur des romans sources,
j'ai pas grand chose à lui dire finalement. À partir du moment où il donne son aval, c'est qu'il nous fait confiance. On va pas compliquer inutilement les choses. Ok, donc merci pour tous ces conseils aux aspirants, traducteurs, auteurs ou pilleurs d'œuvres voisines. Y a-t-il des questions? Maintenant qu'on approche de la fin, là, on y est quasiment. C'est le moment. Non, toujours pas. Personne ne veut se faire éditer chez Sans Détour? Ah, Je suis traductrice professionnelle, j'ai déjà traduit plusieurs livres de jeux de rôle et je jure par une seconde que je ne vous traduirai par Space Marine, par Fusil et Marin, d'Espace. Ça marche. Voilà, ça peut marcher aussi comme ça. Voilà, vous savez, quand vous vous placez en tant que traducteur, attendez la fin des conférences. Ok, donc pour terminer, on peut dire que les éditions Sans Détour ont un stand à Geekopolis, là où on enregistre cette conférence. Vous serez là tout le week-end, j'imagine. Oui. Côté Avalon, vous êtes juste à la sortie des escaliers. C'est ça. Donc vous pouvez les retrouver par là-bas, hein, pour faire plus simple. Merci à vous. Quelques petites annonces à faire peut-être. Non, rien de spécial. Rien qui sort dans les Rien mois de qui viennent. particulier, non. On n'arrivera pas à leur arracher d'exclusivité. Merci à tous. Eh ben, merci Merci beaucoup. beaucoup.